Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc débuter notre table ronde sous l'égide du Salon Révélation, que je remercie au passage, mais également de Drouot et accessoirement de Drouot Formation, que j'ai l'honneur de diriger. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, nous allons aborder un sujet d'aucuns diraient un petit peu sulfureux, c'est-à-dire le rapport entre la création artistique, artisanale. Il a été question tout à l'heure de ces débats sémantiques, parfois un petit peu vains, mais je ne pense pas qu'on ira trop sur ce terrain-là. Ça pourrait nous mener trop loin, mais néanmoins, donc la création artistique, on va dire cela comme ça, faute de mieux, dans son rapport avec le marché de l'art. Le marché de l'art, nous n'avons qu'une heure pour traiter de cette question. Inutile de vous dire que nous ne ferons pas le tour de la question en une heure de ce qu'est le marché de l'art, bien que nous ayons à côté de nous, que j'ai à côté de moi, un éminent représentant de ce secteur qui va nous expliquer justement précisément quelle est son activité. Nous avons aujourd'hui, et je vais leur demander de se présenter très rapidement, très succinctement, un panel très hétérogène mais fort riche, organisateurs de salons, responsables de collections, commissaires-priseurs, créateurs, artisans, designers, je ne sais pas comment on peut les nommer, mais vous allez nous le dire tout à l'heure, et pour ma part, donc, historien d'art et directeur de Drouot Formation. Comme entrée en matière, donc je préciserai, je parlais de Drouot Formation. Sachez, pour ceux qui ne connaissent pas Drouot, il y en a peut-être encore parmi vous qui ne connaissent pas Drouot, que Drouot est une place extrêmement vivante. Je le précise parce que c'est en relation précisément avec notre propos, et Maître Mirabeau justement va nous préciser tout cela. C'est un hôtel de vente quand même bien connu, totalement ouvert au public, dans lequel vous avez des ventes et des expositions régulières tout au long de l'année. Donc ça, ceci étant dit, Drouot a parfois, enfin je dis bien parfois, ou a pu avoir une image peut-être un petit peu ancienne, où l'on supposait qu'à Drouot ne se vendait que des objets d'art anciens. Eh bien, Drouot a fait sa révolution copernicienne, si je puis dire, et Drouot aujourd'hui, si vous vous y rendez, vous vous en rendez bien compte qu'il ne se vend pas que des objets anciens, mais également des objets modernes, contemporains, voire très contemporains. C'est de cela dont il est question également avec Maître Mirabeau. Alors, l'engagement de Drouot et de Drouot Formation, c'est réalisé de plusieurs façons. Je citerai quelques exemples très rapidement. Une exposition qui a eu lieu en 2014 sous l'égide de Drouot Formation, avec l'école Boulle, au 12 rue Drouot, lieu dans lequel ont été exposés des travaux de fin d'année de jeunes designers de l'école Boulle précisément, en relation avec une autre école japonaise, un petit peu l'alter ego de l'école Boulle, l'école Task, école japonaise, donc les japonais, jeunes designers japonais qui sont venus présenter leurs œuvres avec de jeunes designers de l'école Boulle. C'était un grand moment très rafraîchissant. Drouot a également participé aux 10 Days, et nous avons à côté de nous un représentant éminent donc, qui est venu exposer au 12 rue Drouot, Samuel Tcheberry, designer, et qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste son métier, entre autres. Début juillet 2015, sous l'égide des ateliers d'art de France, a eu lieu également un certain nombre d'événements, dont la remise des prix de la jeune création métier d'art, donc en juillet 2015. Et Drouot Formation, pour parler un tout petit peu de ma paroisse, a lancé et fait un partenariat avec les EPV, les entreprises du patrimoine vivant, il y a déjà quelques années. Donc c'est vous dire que Drouot Formation sont particulièrement impliqués, sachez-le, dans la défense et illustration des métiers d'art, dans leur relation avec la création contemporaine. Voilà. Ceci étant, j'ai suffisamment parlé, nous avons peu de temps, et donc je vais demander à nos intervenantes de se présenter très rapidement avant que d'entamer notre discussion. Madame, je vous en prie. Bonjour, je suis Anne-Laure Roussy, je suis responsable de la galerie Collection Atelier d'Art de France. Nous avons un stand ici à Révélation qui est le A3. Donc la galerie Collection Atelier d'Art de France est située dans le Marais, en face du musée Picasso. Nous exposons les œuvres, les créations des adhérents Atelier d'Art de France, mais pas uniquement, puisque nous avons aussi une ouverture internationale par des partenariats, des échanges. Et en plus de notre activité in situ à la galerie, nous avons une activité hors les murs en participant à des salons à l'étranger comme le salon Collect ou le salon Sofa à Chicago. Voilà. Bonjour, Fabien Mirabeau, je suis commissaire-priseur au sein de la maison de vente ODAP et Mirabeau.
et nous officions à Drouot. Donc nous organisons entre 40 et 50 ventes aux enchères par an. Notre métier, c'est l'expertise, la vente aux enchères. On a la chance de travailler dans le plus grand hôtel des ventes au monde, et c'est pas anodin, on en parlera quand on parlera de la place du marché de l'art et des métiers du savoir-faire. Et notre créneau va des objets anciens aux objets les plus contemporains, on en parlera. Voilà. Voilà, Antoine Le Perlier, ça marche ? Oui. Antoine Le Perlier, donc je suis verrier et accessoirement donc j'organise des expositions sur un thème qui m'est cher, c'est-à-dire sur l'émancipation de l'artisanat d'art vers les problématiques de création. Et je pense qu'ici, c'est le lieu justement pour en parler. Donc j'espère qu'on va pouvoir discuter de ce que j'appelle l'artification des métiers d'art. Ça marche. Bonjour, Samuel Akoseberi, designer. Donc, designer, je suis amené à collaborer par nécessité avec des gens qui ont des savoir-faire pour réaliser des objets soit du quotidien, donc ça peut être des entreprises industrielles ou artisanales, voire des séries limitées avec des artisans, puisque je peux développer aussi des pièces pour des galeries. Voilà, donc je suis amené à rencontrer souvent par nécessité des savoir-faire, et l'idée c'est de travailler en collaboration, c'est l'ADN même du designer, quoi. Voilà. Très bien, merci. Donc je souhaiterais, donc, pour commencer cette table ronde et une discussion d'ailleurs avec vous, nous vous réservons un temps aussi important que possible pour poser des questions et tâcher d'y répondre au mieux. Je voudrais déjà poser peut-être trois questions. La première que nous allons aborder avec nos intervenants. Tout le monde, tout un chacun constate à l'évidence le succès croissant de ce salon. Il y a de plus en plus d'expositions, de plus en plus de ventes aux enchères. Les jeunes designers sont de plus en plus mis en valeur à l'étranger, à l'international. Notre savoir-faire est reconnu. Tout cela voilà, participe d'une évolution extrêmement positive. Et la question que j'aurais voulu, en introduction, j'aurais voulu poser à nos intervenants, c'est: sommes-nous en train de constater, d'assister à un renouveau, un retour des métiers d'art, de l'artisanat d'art dans la création contemporaine, le retour de la belle matière, le retour du savoir-faire, du bois, du verre, du fer, du métal forgé, etc., etc. Voilà. Première question, s'agit-il d'une renaissance qui ne date pas d'hier, mais peut-être d'avant-hier, mais en tout cas, voilà, une véritable une énergie très positive qui a l'air de circuler absolument partout. Madame, peut-être, vous êtes assez bien placée pour nous en parlions il n'y a pas très longtemps. Alors en fait, oui, il y a quelque chose de très dynamique actuellement dans le domaine des métiers d'art. Est-ce réellement un renouveau ? C'est aussi peut-être une approche différente de la part du public qui regarde les métiers d'art voilà, de façon un peu plus peut-être effectivement artistique que précédemment. Mais effectivement, il y a un dynamisme qui est très fort et très présent. Oui, d'ailleurs ce terme, encore une fois, sans vouloir gloser indéfiniment sur la question de l'art, de l'artisanat ou du design, nous avons choisi la thématique du marché de l'art, effectivement. Alors s'agit-il de l'art ? Faut-il avoir une connotation artistique pour être validé sur le marché de l'art ? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on parlera aussi, on demandera à nos intervenants professionnels et qui ont peut-être eu cette expérience du marché, certainement d'ailleurs, quel est leur point de vue. Pas évidemment, en fait, on peut être sur le marché de l'art en ayant une approche non artistique, voilà, si j'ose dire. Oui, exactement. C'est voilà, c'est toute l'ambiguïté. Exactement. Oui. D'accord. Nos praticiens, si je puis dire, qu'en pensent-ils de cette question justement du rapport entre l'art, la création et l'artisanat ? Par rapport au marché, Jean. Oui, par rapport au marché, oui. C'est compliqué. Non, parce que il y a des problèmes d'appellation, de quoi parle-t-on. Moi, je parle d'un lieu qui, je pense, s'émancipe depuis une trentaine d'années, qui tente à réinstaurer dans les arts, et pas dans l'artisanat d'art, dans les arts, le faire. Pas forcément le savoir-faire. Mais on a été pendant des années dans un contexte artistique où la pratique de l'artiste a minoré
sa position esthétique. Donc, il y a des artistes qui ont poursuivi un travail avec un matériau et des moyens et qui ne trouvaient pas de reconnaissance adaptée, donc qui sont passés par les métiers d'art. C'est mon cas, j'ai fait une école d'art plastique, j'ai fait Saint-Charles, qui était une école de, disons, université d'art plastique, mais voulant faire du verre, je n'ai pas eu d'autre lieu pour m'exprimer que de rentrer à la porte de Versailles et d'exposer ce que je faisais, parce que à l'époque, et toujours maintenant, il y a une minoration de l'œuvre du fait de son matériau et du fait de son savoir-faire. Donc, à quoi assiste-t-on aujourd'hui? C'est une rencontre des problématiques de l'art qui s'affrontent, des artistes qui s'affrontent à une domination un peu décadente maintenant d'un art conceptuel qui a toujours refusé la pratique du matériau et la reconnaissance du savoir-faire, avec des problématiques d'artisans d'art qui, eux, tendent vers la création. Donc on assiste à l'extension d'un champ que moi j'appelle un peu angle mort, parce qu'il n'est pas encore véritablement constitué, d'une rencontre entre des problématiques artistiques et des problématiques artisanales qui visent à imposer et à, disons, reconsidérer la position de l'artiste face aux matériaux, face à un bricolage, face à un faire, face à un savoir-faire. En tout cas, ces questions-là sont posées maintenant. Et je pense que c'est peut-être le moment de considérer qu'un champ artistique s'ouvre, qui est considéré encore comme mineur, mais qui, je pense, va prendre de l'importance. Samuel, par rapport à cette question du statut et par rapport au marché, il y a un handicap de l'artisan face au marché, par rapport au designer qui a priori peut-être une aura prestigieuse. Je ne sais pas si on est encore là. Bon, alors pour être à la fois formé d'une partie en tant que designer industriel, donc venant d'un certain secteur, en même temps en ayant fait une école d'art, volontairement pour essayer de découvrir un autre champ. Ce qui me dérange un petit peu, souvent, après c'est un réflexe que l'on a en France, c'est de mettre les choses, et c'était la conférence qu'il y avait avant, de mettre un petit peu les choses dans des boîtes bien définies avec un nom, une étiquette dessus. Moi je trouve que de plus en plus les choses sont décloisonnées. Certes, il y a toujours par peur ou appréhension l'idée de se dire est-ce qu'on est suffisamment identifiable et reconnu dans son secteur. Alors certes, des fois il y a une certaine problématique, mais la vraie raison, je pense, elle vient du fait que s'il y a une légitimité à faire selon un propos qui est juste, avec une démarche qui est cohérente, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, certains qui veulent... Alors après, il y a toujours un peu la frustration de ceux qui font et qui estiment qu'ils sont peut-être au service d'eux et pas suffisamment reconnus. Et ceux qui sont étiquetés comme on va dire intellectuels ou plutôt styliciens ou qui réfléchissent ou qui n'ont pas la main, on va dire, dans la matière, on leur envoie le fait souvent que finalement c'est pas eux qui font, donc ils sont quelque part un petit peu incomplets dans la démarche qu'ils ont de création. En fait, chacun a un propos qui lui est propre, que ce soit un artisan qui comme vous devienne expert dans son matériau et à sa propre expression, ça a une légitimité. Qu'un designer ait son propre style et qui collabore avec d'autres personnes, je pense qu'il n'y a pas de propos. Et après, c'est vrai que là-dedans, il y a énormément d'appellations ou de métiers qui peuvent s'insérer, comme des plasticiens. Après, il y a des artisans alors, que l'on qualifie actuellement artisans designers, etc. Et tout ça, ça reste des gens qui, à la fois, se nourrissent de tout ce que l'on peut appréhender autour de nous. La chance que l'on a actuellement, on a des services qui permettent de communiquer, de voyager avec, en toute ubiquité aux quatre coins du monde, de s'influencer, de se nourrir, d'apprendre de différentes manières. Tout ça, ça permet d'enrichir chacun. Donc après, c'est vrai que c'est difficile de dire que chacun doit rester dans sa case avec son propre savoir-faire, son propre procédé. Et même le milieu de l'art, on voit qu'il évolue aussi. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une tendance à favoriser un petit peu, il y a des cotes, il y a un marché, il y a une façon de faire monter des artistes qui ont un savoir-faire qui est reconnu par rapport à d'autres, des fois en tout cas une certaine légitimité, mais ça vient du parcours, de comment ils ont enrichi un petit peu leur profil de créateur, etc. et des expériences rencontrées qui font qu'ils obtiennent une cote par rapport à d'autres où c'est un petit peu plus laborieux parce qu'ils n'ont pas, on va dire, ces éléments de faire valoir, quoi. Donc c'est extrêmement complexe, il y a différents aspects, c'est très polymorphique
Et c'est vrai que là-dedans, des fois, c'est pas facile de se mouvoir, etc. Alors, je saisis l'occasion que vous ayez parlé de cote pour donner la parole justement à Maître Mirabeau et lui poser aussi la question de savoir de ce point de vue, est-ce que le statut, est-ce que ces classifications que nous effleurons seulement pour ne pas rentrer dans le débat sont importantes par rapport au marché de l'art, par rapport à la vente aux enchères, ou est-ce que c'est un débat finalement un petit peu vain? Dites-nous. Non, je pense que en France, nous avons la chance d'avoir une tradition des métiers d'art qui pour moi est ancestrale. Les métiers d'art ont toujours existé sur le marché de l'art. Si vous prenez l'exemple des expositions universelles au 19e siècle, les expositions des arts décoratifs des années 30, les métiers d'art sont au cœur de ces grandes expositions. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la perception que le marché peut en avoir et la façon dont on peut communiquer avec le consommateur. Alors, je vais peut-être, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, faire en binôme avec ma consoeur galeriste, peut-être faire un petit aperçu général de ce que veut dire le marché de l'art. Parce que je suis d'accord avec Samuel, on ne peut pas aujourd'hui catégoriser, il faut décloisonner. La notion déjà de savoir-faire, d'artisan d'art est une notion qui est très 19e finalement, mais ces personnes sont des artistes. Et aujourd'hui, on hérite quelque part, un historien de l'art nous le confirmera, de toute une tradition de cloisonnement 19e que le marché de l'art cherche, lui, à décloisonner. Ce sont les critiques d'art, les historiens qui cloisonnent. Le marché de l'art, lui, il vend des artistes, il défend des talents, qu'ils soient inscrits à la Maison des artistes ou qu'ils soient inscrits au registre des artisans. Ce sont avant tout des talents extraordinaires. Et la France a toujours, je pense, eu cette chance d'avoir ces artisans. Alors, sur la place du marché de l'art, en 2 mots, si vous voulez, le marché de l'art est divisé en 2 catégories. Vous avez ce qu'on appelle le premier marché, qui est le marché tenu par les galeristes, si vous voulez toucher quelques mots là-dessus. Et puis après, vous avez le second marché, traditionnellement, qui est le marché des ventes aux enchères. Et dans la tradition du second marché, en général, il était admis que ce qu'on appelait le second marché était la vente aux enchères de biens d'occasion. Le bien d'occasion, pour une œuvre d'art, c'est quelque chose qui a déjà été vendu par un professionnel galeriste marchand, qui est en collection privée et qui repasse ensuite dans d'autres mains via le professionnel qui est le commissaire-priseur. Aujourd'hui, les commissaires-priseurs, depuis une réforme de 2000 qui a permis à la profession d'être très dynamique et beaucoup plus culturelle et de s'imprégner de pratiques anglo-saxonnes, nous bénéficions d'outils qui nous permettent d'être plus au cœur de l'activité et de nous positionner en tant qu'acteurs culturels. C'est vrai qu'un commissaire-priseur est là pour vendre, mais il essaye aussi d'expliquer ce qu'il vend et d'avoir un rôle de vecteur de la transmission. Il est épaulé par des institutions, de Drouot Formation par exemple, des journalistes, mais il essaie d'être un vecteur de la communication. Alors, en réalité, tout ceci est un cloisonnement intellectuel et les maisons de vente, les commissaires-priseurs peuvent faire la promotion, dans certains cas, d'artistes contemporains. Et c'est le cas de ma maison de vente. J'ai toujours eu à cœur de défendre les artisans d'art, les métiers de savoir-faire, par goût personnel et au gré des rencontres que j'ai pu avoir. Dans les 40 et quelques vacations que j'organise chaque année, j'en consacre 2-3 dédiées à des artistes du savoir-faire contemporain qui sont de véritables talents qu'on essaye un petit peu de défendre. Alors, à la différence du galeriste, nous, les commissaires-priseurs, on ne peut pas garantir de prix. Le prix de la vente aux enchères est le prix que vous, le public, êtes prêt à mettre. Donc on n'a pas de boule de cristal. Pour un artiste qui n'a pas encore de cote, c'est une vraie problématique. Quel prix mettre sur un artiste qui n'a pas encore vendu en vente aux enchères? Un galeriste va faire la promotion de l'artiste, va s'impliquer, va écrire des catalogues. Notre travail est beaucoup plus éphémère et la vraie difficulté est de donner des prix. Alors, en réalité, on travaille un petit peu à l'écoute du premier marché, entre guillemets, mais ce que l'on peut garantir au public, nous, c'est une forme de transparence de ce prix. Et pour l'artiste, plusieurs avantages aussi. Je parle artiste, artisan d'art, etc. C'est une seule globalité. Si vous voulez, c'est très important de le noter, c'est que vous avez une façon de construire la cote d'un artiste
qui se fait concomitamment avec celui du galeriste et qui est une cote dite publique où tous les prix de vente aux enchères sont répertoriés dans des bases de données publiques où l'artiste est référencé. Donc un artiste qui vend en galerie, les prix sont pas aussi transparents Normalement, ils sont publics oui, ils sont aussi. publics, mais vous n'avez pas, sur les sites, vous n'affichez pas quel prix vous vendez, etc. C'est plus confidentiel. En vente aux enchères, le prix de l'artiste est indiqué à tout le monde. Et c'est à double tranchant, parce que l'artiste qui vend, s'il n'y a pas eu un travail préparatoire, et ce n'est pas le métier initial du commissaire-priseur, c'est le métier initial en général du galeriste, d'aller chercher des acheteurs, etc., pour soutenir la cote, ça peut être une véritable catastrophe. Donc c'est un travail qui est très délicat et qui ne doit pas se faire à la légère. Ensuite, le commissaire-priseur, en construisant la cote dite publique, des ventes aux enchères publiques, de l'artiste, permet aussi à l'artiste, au fur et à mesure de sa carrière, de se faire un nom, et dans la transmission de son atelier, de permettre à ses ayants droit de bénéficier de l'inscription, par exemple, à la Maison des artistes, des droits de suite. Ce sont des taxes que les galeristes aussi payent, qui permettent à leurs successeurs, ayant droit à Bintestat, c'est-à-dire issus du sang, donc les vrais enfants des artistes, hein, pas les voisins qui ont allégué l'atelier, etc. Ce sont les enfants qui vont bénéficier pendant 70 ans, grâce à la vente aux enchères et aux cessions des galeristes, d'une redevance que nous versons à leurs héritiers pendant 70 ans. Et de même que l'artiste contemporain va percevoir cette redevance pour toutes les œuvres qui sont vendues, non pas de sa main, mais du second marché, lorsque le particulier revend une œuvre. Et c'est une façon, en France, de promouvoir la création contemporaine. C'est très français, les Européens l'ont adopté, il y en a un petit peu aux États-Unis. C'est très français d'approche. C'est une chose qui était un petit peu critiquée par les professionnels. À titre personnel, je peux vous dire que je trouve ça une très bonne chose, que c'est une façon de compenser la vie de misère de beaucoup d'artistes qui se donnent du mal, et c'est assez minime. Alors, vous avez différents types d'artistes qui vont vouloir passer en vente aux enchères et que nous repérons. Il y a ce qu'on appelle les artistes établis. Alors, les artistes établis, pour un commissaire-priseur, c'est assez facile. Là, ce sont deux appliques de Maria Perguet qu'on a vendues plusieurs dizaines de milliers d'euros. Maria Perguet est une des plus grandes designers après-guerre françaises. C'est ce que j'appelle un artiste établi. Le commissaire-priseur a comme rôle de transmission et de faire passer un objet d'un collectionneur à un autre. Et puis, il y a des artistes, ça c'est Christine McKirdy, grande artiste céramiste anglaise, qui a déjà des œuvres d'elle dans les collections publiques françaises, notamment au musée de Sèvres. Il y a des œuvres aussi d'artistes plus réservées, enfin moins connus dans un premier temps, qui sont des artistes avec un talent extraordinaire. Je parle ici d'Erwan Boulou, par exemple. Erwan Boulou, nous avons eu la chance, il y a quelques années, de faire une vente pour lui, dans une vente savoir-faire. Donc, il y a ici des catalogues, hein, si vous voulez les prendre à la fin de la session, ce sont des catalogues des ventes passées que l'on peut faire. Ce sont des bons supports de façon de communiquer des commissaires-priseurs, n'hésitez pas à les prendre. Erwan Boulou a été pour nous une révélation, un coup de cœur, que nous l'avons découvert un petit peu au gré de... Voilà. On a fait une vente autour de son œuvre, notamment. Ça s'est excessivement bien passé. Il a été repéré par plusieurs collectionneurs. C'est un jeune designer, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai repéré des œuvres de lui sur une galerie au tout début. C'est un des plus grands talents français en devenir. Erwan a bénéficié de cette vente aux enchères pour donner une nouvelle vision de son travail à un autre public. Et puis ensuite Drouot, mais c'est un hasard de la vie, un hasard extraordinaire. Drouot, en rénovant l'hôtel des ventes, que je vous invite à visiter parce que c'est vraiment extraordinaire le travail qui a été fait de Boulou, nous avons fait un restaurant qui est très agréable, qui veut faire de l'hôtel des ventes un lieu de vie, entièrement designé par Boulou. Et voilà... Le bien nommé l'adjugé. L'adjugé. Et voilà une capacité du marché de l'art à intégrer dans son environnement le talent des créateurs contemporains. Et pour nous, Boulou, ça a été une véritable révélation, et c'est sans fierté que l'on peut dire quand même que nous avons contribué à l'essor d'un artiste nouveau. Dans la céramique que moi j'affectionne à titre personnel énormément, on a eu des talents
voilà, on en parlait tout à l'heure. Les Van Lien, ils sont là, je le salue parce que voilà un des plus grands céramistes français ici qui se cache, qui est un monsieur extraordinaire. Monsieur Le Perlier ici, dont j'admire le travail, j'ai eu la chance une fois de vendre une de ses œuvres. Ce sont des choses qui sont très émouvantes et ce sont des artistes qui sont plus faciles pour nous. Mais notre mission est aussi, en parallèle de celle des galeristes tout de même, d'essayer un petit peu d'en faire la promotion. Mais c'est très accessoire, hein, c'est pas le cœur de notre métier à l'origine. Et alors pour ce faire, vous avez en gros, pour simplifier le discours, vous avez deux types de ventes. On appelle les ventes de spécialité, au cœur même de cette spécialité des savoir-faire. Vous avez les ventes de spécialité. Moi j'ai fait des ventes que de bijoux contemporains, dont j'ai repéré ici des artisans, que de savoir-faire. Et puis inversement, des ventes plus généralistes qu'on appelle les arts décoratifs du XXe siècle, où on peut mélanger des œuvres art déco avec des créations plus contemporaines. Voilà, c'est une façon, en réalité, de montrer au public qu'on peut tous avoir accès à ces artistes et qu'il faut donner envie de pousser la porte des hôtels des ventes et qu'il n'y a pas de barrière de prix. Donc on met souvent des petites estimations. Ce sont des stratégies pour bien vendre. La petite estimation encourage les gens à vouloir lever la main. Et puis une fois que vous êtes dans le feu des enchères, nous on prend le relais et puis on vous pousse. Et puis vous levez la main 2 fois de plus. Et j'ai des très bons prix pour mes artistes. Et sous le coup de l'émotion, on arrive à avoir des bons résultats. Voilà. Ce sont des stratégies marketing, mais de valorisation. Voilà, de valorisation. Mais c'est vrai qu'on a véritablement la chance en France d'avoir un vivier d'artistes qui sont pour nous les commissaires-priseurs une fierté. Le métier de commissaire-priseur n'est pas à l'origine un métier de transmission de ces artistes, mais je dirais, pour résumer, qu'il a tendance à vouloir s'intéresser à la création contemporaine et à contribuer aussi à la valorisation de ces grands talents. Merci maître. Je vais passer la parole à nos autres participants. Donc dans votre rapport au marché de l'art, puisque c'est l'intitulé de notre table ronde aujourd'hui, quelle est votre perception, vous en tant que designer? Là, nous avons vu la facette vente aux enchères en amont, au niveau du commissaire-priseur, en aval, si je peux me permettre, du point de vue des designers que vous êtes. Quel est votre rapport au marché de l'art? Autrement dit, estimez-vous que le marché de l'art est un processus de valorisation de vos œuvres qui vaut le coup, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, comme je suis designer, le métier de base du designer, souvent, c'est de répondre à un besoin. Oui. Donc, mes contraintes, je travaille avec des clients qui ont besoin que je leur dessine un objet qui doit avoir une fonction déterminée. Mais en même temps, comme je suis un créateur qui essaie d'élargir, parce que c'est d'une part ma formation, mon ADN de base, décloisonner un petit peu les champs dans lesquels je peux intervenir. Je travaille sur des pièces uniques avec des artisans ou même moi-même que je crée qui sont destinés après à ce marché-là. C'est ça, donc ça c'est le volet plus artistique de votre création. Qui est une partie mineure de mon travail. Là-dessus, on va dire, j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un expert. Après, pouvoir travailler avec d'autres designers, enfin à leur service, comme Marie Lévy, qui est assez présent sur ce marché-là, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Alors précisément, c'est la question, c'était le sens de ma question. Donc, dans votre rapport au marché de l'art, quel est-il? Quelle est votre perception du marché? Quelle est son importance de votre point de vue en tant que designer? Moi, je le vois d'un point de vue où le marché de l'art qui s'intéresse au milieu du design, il s'intéresse d'abord il joue beaucoup de l'image en fait, parce que le designer, c'est un produit aussi image. Il est encensé, il est exalté par les moyens de communication et tout ça. Et c'est vrai que le marché de l'art qui s'intéresse aux designers, en général, il joue plutôt sur cet aspect-là. Donc, on va essayer de trouver une pièce. Dans certains cas, c'est un peu caricatural. On va citer des exemples, mais on va dire on surcote l'objet qui est quand même des fois ce sont des produits que l'on a trouvé quelques années auparavant sur le marché, pas si longtemps que ça. À la rigueur, quand ils ont eu un certain vécu, ils ont plusieurs décennies, il y a une légitimité à ce qu'ils deviennent, on va dire, quelque part vintage et qu'ils arrivent à une certaine cote. Des fois, il y a un petit peu cet aspect qui est caricatural d'avoir une pièce que l'on voit sur le marché qui était éditée par, j'en sais rien, un éditeur français de mobilier ou autre, qui a un prix commun et courant, et de le retrouver avec un coef x5 quelques années après, parce qu'il passe par ça, c'est le jeu des enchères. Voilà, exactement, etc., etc. Donc là, on est un petit peu, je trouve, dans la caricature de ce que ça peut être la surenchère par ce marché de l'art. C'est un peu, je trouve que c'est le côté
côté le plus... c'est ce qu'on va peut-être un petit peu dénigrer, quoi. C'est la mise en place de surenchère à l'image de l'objet ou en même temps du créateur, quoi. Donc, nous, dans cet aspect-là, souvent, on nous considère qu'on n'a pas vraiment une légitimité parce que justement, nous sommes des créateurs qui faisons des objets fonctionnels. Et souvent, on nous reproche d'avoir ces objets-là qui sont dans un secteur où finalement, ils sont confrontés à des pièces qui sont réalisées par des artisans ou des maîtres d'art qui ont un savoir-faire plus exalté. Donc, c'est toujours, on sent qu'on peut avoir une légitimité, mais on sent qu'on n'est pas complètement reconnu du milieu, quoi. Voilà. Mais il y a des galeries qui percent dans ce milieu-là et qui développent des pièces après en mettant en collaboration un artisan avec un maître d'art. Et donc là, ça devient intéressant. Il y a une collaboration légitime et une pièce qui en ressort, qui est, je trouve là, qui est pertinente dans ces cas-là, quoi. D'accord. Antoine Lepellier, oui, c'est tout à fait clair. Votre perception du marché, vous qui avez une carrière internationale, donc aussi peut-être quelques incursions dans le marché de l'art international et votre perception de ce marché. Le premier marché qu'on vise, enfin en tant qu'artiste, c'est je dirais pas le marché réel, mais en tout cas c'est le premier marché, parce que c'est celui qui nous fait vivre, donc c'est le marché des galeries. Donc des collectionneurs et des institutions, éventuellement des musées qui ne remettent pas en vente. Mais le second marché, enfin ce qui concerne le second marché, il est erratique en fait, sauf à rentrer dans un système que certains utilisent, c'est-à-dire de le biaiser, c'est-à-dire de soutenir soit pendant quelque temps un artiste avec une communication spéciale, valorisé symboliquement, etc. Mais le vrai marché du second marché, c'est-à-dire quand un collectionneur met en vente une pièce dans une salle des ventes, d'abord il ne choisit pas toujours la bonne salle des ventes, le commissaire-priseur en général n'est peut-être pas vraiment informé, si on n'est pas assez connu, il ne sait pas trop de quoi il s'agit, donc les prix de base peuvent être dérisoires, comme c'est arrivé dernièrement sur une vente de verre contemporain avec des pièces des États-Unis qui valaient sur le marché américain autour de 50 000 euros, estimés 500 euros. Donc des fois des méconnaissances du domaine. Je sais pas une pierre pour vous, mais ça existe. Et donc nous on est assez vigilants là-dessus. C'est vrai que c'est un gros risque de jouer le second marché quand on est vivant. Enfin, moi j'estime que pour moi c'est un risque. Je ne joue pas ce jeu-là. Je laisse faire effectivement les collectionneurs. Il se trouve que en vieillissant, on finit par être connu et avoir une cote, disons, qui se stabilise. Mais quand je dis qu'elle est erratique, c'est vrai que je peux avoir des pièces qui peuvent passer de 1 à 100 sans savoir pourquoi. Il y a un côté très subjectif dans le... Maître, peut-être une réponse. Le second marché, c'est vrai, il faut le dire, est très cruel. C'est une vérité. Alors, c'est pour ça que l'artiste doit faire confiance aux galeristes pour faire la promotion de son œuvre, pour ne pas que l'œuvre soit découverte par un commissaire-priseur qui n'y connaisse rien. C'est très, très important d'avoir des collections publiques, des monographies qui ont été éditées par les galeries, etc. Parce que nous-mêmes, commissaires-priseurs, on ne peut pas tout savoir. Et on nous demande, dans les successions, les collections, etc., les gens nous demandent d'organiser la vente de la collection. Et puis dans toute collection, il faut le dire aussi, il y a des choses qui sont bonnes et moins bonnes. Même pour un grand artiste, il y a des choses qui sont moins bonne qualité dans son travail. Et alors, la difficulté, c'est comment interpréter les prix. On peut avoir une œuvre de moins bonne qualité qui a été vendue aux enchères, qui fait des petits prix, alors qu'en réalité, ce n'est pas représentatif, parce que c'est une œuvre qui était de moins bonne qualité. Et ça, il faut savoir l'interpréter. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très cruel et c'est à double tranchant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un travail de construction qu'il faut faire sur le long terme. Il ne faut pas, comme vous le disiez, biaiser les choses. Il y a des techniques qui existent, qui sont des techniques qui sont pas malhonnêtes, mais qui sont pas très déontologiques. On peut imaginer que quelqu'un mette en salle une œuvre soutenue par un autre pour avoir des prix. Ça marche 2 fois, 3 fois, mais ça ne marche pas sur le long terme. Donc c'est un leurre, si vous voulez. Et on s'en rend vite compte parce que c'est toujours les mêmes confrères qui vendent les mêmes objets ou les mêmes artistes. Et voilà, ce qu'il faut, c'est laisser les choses se faire naturellement, mais en ayant préparé le terrain au préalable de la communication et de la connaissance de l'artiste. Et c'est là où les galeristes sont très importants pour nous. Merci, maître. Madame Roussil, peut-être votre perception en tant que responsable de la galerie collection des Ateliers de France. Alors, nous, c'est vrai que je reprends. rapport au marché. Oui. Nous, à la galerie, on a un fonctionnement, la galerie collection Ateliers de France, on a un fonctionnement un peu particulier,
puisque on ne fonctionne pas réellement comme une galerie privée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un pôle d'artistes qu'on va soutenir et exposer régulièrement. On est dans un travail qui est plus collectif, avec des créateurs qu'on renouvelle et dont on présente des œuvres différentes à chaque exposition. Et donc, notre travail aussi est un travail de découvreur de nouveaux talents, de défrichage un peu. Et donc, on s'attache plutôt vraiment à mettre en valeur les jeunes talents, à les aider à se développer sur le marché, à leur proposer souvent une première exposition en galerie. Voilà, notre travail est plus à ce niveau-là. Et aussi, on les aide et on les accompagne sur d'autres problématiques. Je ne sais pas si on va les aborder ou pas après, comme la détermination du prix de vente, des choses comme ça qu'on abordera peut-être un peu plus tard dans la discussion si on a le temps. Si nous avons le temps, mais je crains que là, l'heure tourne à toute vitesse. Je voudrais aborder maintenant, merci pour ces réponses, je voudrais aborder peut-être un troisième thème qui est le corollaire des précédents d'une certaine façon, c'est la connaissance ou la sensibilisation des designers, des jeunes créateurs au marché. Ça, c'est encore un autre sujet. Je me situe un petit peu plus en amont, peut-être au niveau même de la formation elle-même. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais une longue discussion avec Christophe Espel, directeur de l'école du Louvre, l'école Boulle, pardon, excusez-moi, dont on connaît la notoriété même au niveau international, et qui me disait, moi étant donc directeur de formation, écoutez, ce serait formidable si vous pouviez organiser de temps en temps des visites avec mes étudiants, jeunes designers, à l'hôtel Drouot pour leur faire comprendre comment fonctionne le marché. C'est ce que j'ai commencé à faire. C'est d'ailleurs ce que je vais continuer à faire cette année et dans les années qui viennent. Voilà. Donc cette question de la sensibilisation des jeunes créateurs par rapport au marché, où en est-on? J'ai cru comprendre que nous n'étions pas très forts dans ce domaine. Hein, et les réflexions du directeur de l'école Boulle m'ont fait comprendre qu'il y avait sans doute beaucoup à faire dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel? Pour être passé par une école d'art et pour enseigner en même temps dans des écoles d'art, cette partie-là est complètement occulte, quoi. Bon, je connaissais la réponse avant de la donner. On essaie de se concentrer à savoir comment déjà essayer de développer une expression. Après, ces spécialités-là, le milieu, comment il fonctionne, comment il est articulé, quels sont les codes, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui sont quasiment ignorées. Qui sont, que l'on laisse à découvrir après par la suite selon le parcours de chacun. Oui, c'est ça. Voilà. Et mettre dans vos relations avec les artistes, avec les créateurs, avez-vous le sentiment que vous êtes compris des artistes avec lesquels vous coopérez par rapport à la connaissance de ce marché? Ou est-ce qu'on a l'impression d'un peu d'un dialogue de sourds? Ou est-ce qu'il y a quand même une bonne connaissance du rôle du marché de l'art et de votre métier? Non, je pense que malheureusement, l'information n'a pas été donnée en amont. Et nous, on a un discours pédagogique qui est très important pour expliquer, pour rassurer. Mais très souvent, les artistes et même les collectionneurs sont un peu perdus, ils ne connaissent pas forcément les clés. Nous avons en vente aux enchères un ensemble de mécanismes qui sont des garanties pour le vendeur, artiste ou collectionneur. C'est le prix de réserve, c'est la promotion de la vente, etc. Donc, celui qui va donner l'objet au commissaire-priseur doit se renseigner. Et très souvent, moi je passe la plupart de mon temps à expliquer ces mécanismes pour rassurer les vendeurs. Mais malheureusement, je dirais que souvent les artistes, je comprends, c'est pas non plus leur métier. Leur métier est la création. Un autre métier, c'est la promotion initiale. Nous, on fait la promotion encore accessoire. Ce sont des métiers différents. C'est vrai qu'idéalement, dans les écoles, on aurait pu souhaiter peut-être une option marché de l'art, compréhension du marché, les grandes lignes pour savoir quelles sont les sauvegardes, les grandes lignes à comprendre pour pouvoir se protéger en tant qu'artiste. Les collectionneurs, c'est autre chose. Ils ont acheté en vente publique, en galerie, ils ont compris les rouages. C'était encore un petit peu différent ce discours-là. Mais... Merci. Antoine Leperlier, sur cette question justement de la connaissance, la sensibilisation au marché de l'art, en ce qui vous concerne, vous vous êtes formé sur le tard, si j'ai pu dire, par rapport à la connaissance de ce marché. C'est l'expérience, c'est sur la durée que vous avez pu comprendre les mécanismes de ce marché au niveau international, ce qui complexifie encore plus les choses. Non, mais au niveau international, c'est pas très différent de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'il faut vraiment manger des galeries, même s'il y a des pièces qui passent à Sotheby's ou Christie's à l'étranger. Oui. Mais non,
moi, je fais partie d'une génération qui a commencé à travailler dans l'art avec une forme de, pas de refus, mais en tout cas de prise en considération distante des questions du marché. Pour des raisons souvent idéologiques, l'artiste ne touche pas à ça. Et on laisse faire les galeries. Donc, je ne peux pas dire qu'on doit absolument être formé au marché. Je pense que naturellement, un artiste qui crée une œuvre, en tout cas c'est ma position maintenant avec l'expérience, je trouve que j'étais un petit peu dans l'erreur avant, c'est que dès l'instant où on crée des objets, quels qu'ils soient, peinture, sculpture et objets d'art, on crée un capital passif qui, même si on ne le vend pas, prend de la valeur et qu'un jour rentrera sur le marché. Donc on doit prendre en considération que ça ne sert à rien de se refuser au marché. On peut essayer de faire en sorte de ne pas être tout le temps le nez dans le marché. Je pense que c'est plus important d'être dans l'atelier et de laisser faire, moi je suis dans cette position, de laisser faire naturellement le retour au second marché. Je ne suis pas tellement favorable à l'utilisation d'une salle des ventes pour vendre comme dans un premier marché. Pour moi, c'est le niveau des galeries qui est le plus important. Après, bon, qu'il y ait des ventes organisées, je trouve ça même un peu générique. C'est pas idiot, mais je pense que ça ne peut pas être un système pour un artiste. En tout cas, c'est pas celui que je défends. Pourquoi ? C'est parce que en fait, il est plus intéressant de creuser son sillon, disons, avec des professionnels qui nous accompagnent, que de faire de temps en temps une sortie dans une vente, qui peut avoir son intérêt symbolique, comme c'est arrivé dernièrement, où là, pour le coup, l'intérêt du vendeur a valorisé considérablement mes pièces, mais c'était peut-être pas la pièce elle-même, donc il y a des effets symboliques. Quand on sort d'une collection, des fois les gens achètent plus l'origine que la pièce elle-même. Enfin, toutes ces choses-là, disons, moi je ne cherche pas à les maîtriser, en tout cas, je laisse faire les choses, quoi. D'accord. Madame Roussil, peut-être votre point de vue sur cette question de la formation à toutes ces techniques complexes, on l'a vu avec Maître Mirabeau. Oui, effectivement, je pense que lors de la formation, il serait nécessaire d'avoir au moins une initiation au marché de l'art, parce que sorti d'école, il est très difficile même de savoir comment aborder une galerie. Donc je pense qu'il y a quelques petites choses à leur apprendre pour comment savoir se présenter, comment savoir se présenter, comment déterminer un prix de vente. Je pense qu'il y a quand même un manque qui serait nécessaire de combler. D'accord. Bien, je vois que l'heure tourne. J'avais promis de laisser la parole au public. C'est ce que je vais faire maintenant. Si vous souhaitez donc poser des questions, je vous en prie. Y a-t-il un micro peut-être à faire circuler ? Merci. Donc, auriez-vous des questions ? Oui. Oui, bonjour. Van Lith, je suis justement créateur depuis 55 ans à peu près. Je me suis partagé entre mon atelier personnel et l'industrie pendant 25 ans. Donc j'ai l'expérience, je pense, à la fois d'être designer de produits fabriqués ensuite par dizaines de milliers, souvent dans les verreries, entre autres. Et la grosse inquiétude que je ressens actuellement, si vous voulez, c'est l'intervention d'Internet. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Maître le sait assez souvent, des pièces en vente aux enchères, ça continue. Donc j'ai l'expérience également, je suis tout à fait d'accord avec pratiquement tout ce qu'a dit Antoine Le Perlier, puisque je dirais que ça a été une carrière un petit peu parallèle. Donc le problème d'Internet actuellement, quand vous voyez des sites comme Le Bon Coin par exemple, où on retrouve des pièces à n'importe quel prix, des pièces, j'ai vu l'exemple il n'y a pas longtemps, de pièces qui avaient été vendues il y a à peu près 20 ans, l'équivalent de 50 ou 60 000 francs, et que je retrouve sur Le Bon Coin à 500 francs, ou l'équivalent, si vous voulez, actuellement de 600 euros ou 800 euros. On ne peut pas lutter contre ça. On peut, dans les salles des ventes, justement... Dans les salles de vente, précisément, où parle l'éducation et la formation, à mon sens. C'est le gros problème, parce qu'avec un commissaire-priseur, on peut toujours s'arranger. Et éventuellement, quand les pièces, je dis bien, sortent de votre atelier, ce qui n'est pas mon cas, quand il y a des pièces qui passent chez Maître Audap, en général, ce sont des successions, mais ce n'est pas l'artiste lui-même qui met ses pièces en vente aux enchères. Par contre, quand c'est sur Internet, c'est l'hécatombe. Je vois actuellement des prix qui sont d'un tel ridicule, si vous voulez, que quand des clients viennent me voir en me disant « Mais monsieur, je vous ai acheté une pièce 100 000 francs il y a 10 ans ou il y a 15 ans,
Aujourd'hui, je vois des prix absolument ridicules de vos pièces. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je ne peux pas lutter, ça ne me regarde pas, les pièces ne m'appartiennent pas. Alors il faut dire aussi que certains commissaires-priseurs ont un comportement un petit peu léger aussi, hein, ça il faut le reconnaître, c'est-à-dire un manque d'information auprès des artistes. Au contraire, d'autres, et là je rends hommage à l'étude Mirabeau, c'est-à-dire en faisant des ventes spécialisées, les gens affinent les problèmes. Par contre, Internet, c'est le n'importe quoi, et je pense que c'est ce qui nous nuit actuellement et ce qui va se développer malheureusement de plus en plus. Maître Mirabeau ou Antoine Lepéry peut-être? Internet est une vraie difficulté, c'est aussi une chance. C'est un vecteur de savoir, de transmission du savoir qui est sans fin. Et c'est pour ça que la maîtrise, je reviens encore dessus, la maîtrise de l'image est quelque chose qui est très important. Parce que sur Internet, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Le Bon Coin, bon. Quelqu'un qui vend une œuvre de Van Lith sur le Bon Coin, c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'il sait que c'est Van Lith. C'est déjà pas mal. Ah bon, d'accord, c'est signé, mais enfin bon, c'est quand même, il sait que c'est un céramiste, donc voilà. Après, grâce à Internet, on peut aussi se renseigner sur les résultats en vente publique, sur les galeries qui l'ont présenté, etc. Et puis il y a toujours une part d'ombre qu'on ne maîtrisera pas, qui est très dangereuse, mais je pense que le public n'est pas dupe non plus de choses qui n'offrent aucune garantie. Vous voyez, un galeriste, c'est un professionnel. Un commissaire-priseur, c'est quelqu'un qui offre des garanties. Moi, si je vends une œuvre de Van Lith, je garantis que c'est une œuvre de Van Lith. Si j'ai un doute, j'ai la chance de connaître Van Lith, j'appelle Van Lith pour qu'il me dise oui, c'est bien une œuvre de moi. Et en plus, il me précise circa, années 70, etc. Donc moi, c'est des informations que je récupère. Le commissaire-priseur ne peut pas tout savoir. Il dialogue quand il a la chance de connaître les artistes ou ses ayants droit qui ont fait des catalogues raisonnés. On peut en parler aussi, ça, en 2 mots. C'est la transmission du savoir de l'atelier à ses héritiers, ses ayants droit, pour transmettre l'information dans les générations à venir pour pouvoir authentifier les œuvres. Mais c'est très important de le maîtriser. Alors, bon, voilà, on fait ce qu'on peut, quoi, mais le public, je pense, ne se trompe pas. Et les trucs sur le Bon Coin et autres, il n'y a pas de garantie, c'est des choses vraiment limite. Le commissaire-priseur, il s'engage, il est juridiquement engagé. C'est une chance que le public peut avoir de dialoguer avec un galeriste professionnel qui connaît l'œuvre, un commissaire-priseur qui peut-être estime prudemment, mais au moins il garantit ce qu'il vend. Voilà. D'autres questions peut-être dans le public? Oui, bonjour, je suis donc étudiante à l'école Boulle et j'aurais voulu savoir, enfin, on a enclenché le débat tout à l'heure, comment voilà, vous faisiez pour estimer la cote d'un artiste débutant sur une œuvre voilà, qui vient d'établir. Comment vous faites pour estimer ce prix et la cote qu'il peut avoir? Alors, pour déterminer les prix, déjà, c'est une discussion qu'on peut avoir entre l'artiste et la galerie. Après, je pense qu'il y a déjà certains prix qui sont déjà minimum pour les œuvres. En fait, il faut surtout, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas dévaloriser le travail, essayer de trouver en discutant le prix qui est le plus juste, savoir aussi alors c'est vrai, quand on sort juste d'école, c'est toujours un peu compliqué, mais il y a toujours des minima et oui, enfin, voilà, pour réussir à trouver un prix qui va être un prix de première œuvre qui ne soit pas trop bas. C'est souvent le tort en général, souvent, c'est de minimiser son prix et de proposer une pièce à un prix trop bas. Donc c'est souvent ça qui pêche. A contrario, je me permets de dire qu'une pièce tout à fait exceptionnelle qui n'aurait jamais été vue par le marché, que le marché connaît à peine, connaîtra la même problématique. Comment fixer un prix pour un objet de qualité musée qui est quasiment une pièce unique? Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette problématique, elle se situe à tous les niveaux, si je puis dire, du marché de l'art, et pas seulement au niveau de la jeune création. Oui, mais enfin, on peut dire que en fait, une pièce d'art vaut le prix que le collectionneur est prêt à payer. Oui, absolument, c'est l'offre et la demande. Par définition. Et la première réaction qu'on peut avoir quand on met en vente ces œuvres, c'est de sentir le prix du marché. C'est-à-dire que on a
des pairs. Et donc on rentre dans un marché existant, on sait que voilà, on pratique des choses. Mais il y a la relation avec le galeriste qui est très importante. En tout cas, mon expérience à moi, c'est que mes prix, c'est pas moi qui les ai faits. Celui qui a fait mon prix, c'est une galerie américaine qui a dit maintenant tu seras 1 zéro de plus. Je lui ai dit mais si je retourne en France, jamais je pourrais vendre. Il dit bah faudra que tu assumes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il ne s'était pas trompé. C'est qu'à la limite, en 86, quand il m'a dit tu feras 1 zéro de plus par rapport à ce que je proposais, il m'a mis en situation d'avoir à défendre mon œuvre et de justifier le prix. Et des fois, on peut des fois mettre 2 zéros de plus. Je connais des artistes, Tom Patty par exemple, que tu connais. Lui avait considéré qu'il serait toujours plus cher que n'importe qui. Et donc, il a soutenu ça et il a justifié son prix. Mais comment on le justifie? C'est parce qu'il faut faire ses preuves. Il faut que les collectionneurs à qui on vend soient convaincus. Et c'est tout le travail finalement de la valorisation symbolique et de la valorisation économique. Il n'y a pas de valorisation économique pure. Sauf à être dans de la spéculation bidouillage. Mais c'est le symbolique qui fait aussi que l'œuvre prend du prix. Donc c'est le contexte du marché, les relations avec les professionnels, les relations avec les pairs, c'est-à-dire nos collègues, et qu'à un moment donné, il faut aller comment dirais-je, à la défense de son œuvre en argumentant, en publiant, voilà, en faisant les expositions, en faisant les bons choix, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le prix d'une œuvre, c'est aussi la trajectoire de l'artiste. Même si ça peut paraître trivial, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ouais. Et sur le second marché, c'était tout à fait vrai ce que vous dites. En fait, moi souvent, les collectionneurs, les amateurs viennent me voir en disant « Maître, oh là là, j'aime beaucoup cette œuvre, elle est prudemment estimée. » Je dis « Oui, c'est vrai, c'est une technique pour nous. Bon. Mais combien dois-je mettre pour l'avoir ?» Le prix, c'est vous qui le ferez, c'est la salle qui le fera. Je dis « Oui, mais combien ?» Voilà, on l'a estimé, je ne sais pas quoi, 500, 600 euros. Je dis « Mais vous mettez le prix à partir duquel vous ne regretterez plus de ne pas avoir l'objet. » Voilà. Et ça, nous, en vente aux enchères, on a la chance d'avoir un système de paliers où les gens montent, et puis quand votre budget, votre bourse, elle n'est pas remplie autant que vous voudriez, vous vous arrêtez, c'est la vie. Et puis il y a quelqu'un qui est un peu plus riche, qui en a encore plus envie. C'est pas forcément une question de richesse, parce que souvent, moi, chez les collectionneurs, j'ai vu des gens relativement modestes qui mettent toute leur passion dans tel ou tel type de savoir-faire. Ça, c'est remarquable, mais c'est une parenthèse. Et enfin, pour revenir sur les jeunes artistes, je dirais que voilà, gardez patience. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ne faites pas l'erreur d'avoir un commissaire-priseur qui accepte vos œuvres parce qu'il a envie de remplir ses ventes, etc. Moi, je refuse 90% les gens qui viennent me voir, qui n'ont aucune cote. C'est une erreur pour eux. Parce qu'après, ils se retrouvent avec des résultats minimes, nuls, aux ventes aux enchères, et c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Ça se construit, et laissez les travails des galeristes faire leur métier, laissez les critiques d'art parler de vous. Vous voyez, moi, la première fois que j'ai découvert le Perlier, j'étais étudiant, il y avait un article de Rosenberg dans l'estampille objet d'art, je ne sais pas quoi, j'étais estomaqué. Ce truc-là, et moi je m'intéressais à Poussin, enfin toute une histoire de. Bon, bref, c'est une philosophie de. Vous vous souvenez de l'article ou pas? C'était pas Rosenberg, c'était Pierre Enès. C'était Pierre Enès. Moi j'adorais Poussin, j'adorais les philosophies 17e, et c'était mon truc. Il a fait un parallèle entre 17e, et moi je dis, c'est qui ce Le Perlier? Fabuleux. Et je suis parti en fait de la peinture 17e, je suis arrivé chez ce bonhomme. C'est incroyable, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui, mais l'œuvre je la connaissais avant. Et ça, c'est parce qu'il faut laisser le travail des critiques, des historiens, des galeristes, et puis ensuite, les choses rebondissent sur le second marché, tranquillement. Il y a peut-être une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne et il va y avoir peut-être une table ronde après la nôtre. Une dernière question? Vendu. Non, vendu, absolument. Absolument. Bien, écoutez, alors merci infiniment pour votre attention. Merci à nos intervenants. On a la chance, je dirais, pour conclure. Oui. Vous savez, les professionnels du marché de l'art sont vraiment à votre disposition. Pousser la porte d'un galeriste pour discuter, savoir comment faire, etc., c'est quelque chose qui est une évidence. Et souvent, les gens sont un peu intimidés. Le commissaire-priseur, c'est pareil. Genre, en plus, on nous appelle maître, alors c'est encore un truc, une différence. Plus pour longtemps. Oui, mais alors, surtout, n'hésitez pas. Je pense que les commissaires-priseurs, en tout cas qui ont envie, ils sont à votre disposition. L'hôtel des ventes de Drouot, c'est un hôtel où les portes sont toujours ouvertes. On se donne du mal, on fait des expositions nocturnes tous les jeudis soirs jusqu'à 21h. Le samedi 3 octobre, c'est nuit blanche jusqu'à 2h du matin, etc. Venez voir. Si vous n'osez pas parler, au moins observez. Et petit à petit, que vous soyez collectionneur ou artiste, petit à petit, vous allez comprendre ces rouages.
Et vous verrez que c'est un petit milieu qui est quand même un milieu qui se tient les coudes et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. Voilà, et je conclurai, je ferai moi-même ma propre conclusion à propos de Drouot Formation. Donc, comme je le signifiais tout à l'heure, Drouot Formation propose des visites de l'hôtel Drouot, des rencontres avec des experts et des commissaires-priseurs. Donc, d'aventure, s'il y avait parmi vous de jeunes créateurs, je crois qu'il y en a quelques-uns, prenez contact avec Drouot Formation. Je me ferai moi-même le plaisir de vous guider à travers l'hôtel Drouot et de vous faire rencontrer les experts pour vous familiariser avec ce marché de l'art quand même éminemment complexe malgré tout. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer, nous sommes là pour ça. Merci infiniment. Prenez des catalogues si certains veulent des catalogues. Merci.